Les Espagnols élisent leurs maires et leurs représentants régionaux. Un scrutin test pour le Parti populaire, malmené notamment par le mouvement des indignés. Un an après l'attentat du musée juif de Bruxelles, le pays se souvient. Commémoration cet après-midi en mémoire des victimes. Et puis Cannes, bien sûr, le palmarès c'est ce soir. Alors qui ? Pour la Palme d'Or, nous retrouverons notre envoyé spécial sur la croisette, David Verhaeghe. Et direction l'Espagne. D'abord, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les municipales et les régionales. Le traditionnel bipartisme du pays pourrait être ébranlé par les nouvelles forces politiques. Les indignés de Podemos d'abord et les centristes libéraux de Ciudadanos en pleine ascension. Alors l'Espagne s'apprête-t-elle à vivre un séisme politique ? Notre correspondante Marie Bolinches nous en dit plus. Écoutez, les résultats ne seront connus qu'à 22h30 ce soir, mais en tout cas, selon les derniers sondages, l'Espagne s'apprête bien à basculer dans une nouvelle ère politique, avec la fin, vous l'avez dit, du bipartisme qui prévalait depuis la fin du franquisme, et puis donc l'émergence de ces deux forces politiques, Podemos à l'extrême gauche, Ciudadanos au centre droit. Le parti anti-austérité Podemos pourrait ce soir remporter la mairie de Barcelone. Et selon les derniers sondages, il est au coude à coude avec le Parti populaire pour la mairie de Madrid. L'autre conséquence, eh bien, c'est une fragmentation du vote en Espagne. Ce soir, selon si les sondages disent vrai, aucun parti politique ne devrait remporter de majorité absolue, de majorité claire dans aucune région espagnole. Cela veut dire qu'il va falloir maintenant former des coalitions. Cela veut aussi dire que désormais le nouveau paysage politique espagnol va être beaucoup plus instable. Nous vous parlions hier de ces deux jeunes Français partis faire le djihad et commettre un attentat suicide en Irak. Il s'agit donc de deux jeunes originaires de Toulouse. Nos équipes ont rencontré la famille de Kevin, un de ces deux jeunes, des parents qui tentent bien sûr de comprendre. Voyez ce reportage d'Amélie Lepage et Perrine Mislange. À Toulouse, il s'appelait Kevin Chassin. Sur cette photo prise en Syrie, il était devenu Abou Mariam Al-Ferranzi. Hier, sa famille a reçu l'appel d'un djihadiste. Avec un autre Français, Kevin est mort dans un attentat suicide contre une caserne dans l'ouest de l'Irak. Je l'avertissais, je disais, les gens qui t'ont embrigadé, ils sont là, tu sers de chair à canon. Essaye de... Mais bon, il disait oui, mais quand on meurt, on a le sourire. Comme Kevin, il serait aujourd'hui 1700 ressortissants français impliqués dans des filières djihadistes, environ 450 en Syrie ou en Irak. Des jeunes que le gouvernement français tente de repérer et de déradicaliser. Dans les différents ministères, 2500 fonctionnaires ont d'ores et déjà été formés. Ce que fait l'État, c'est tenter d'endiguer la plupart de ces départs. On ne pourra jamais avoir un risque zéro, malheureusement, on le sait. Mais voilà, on essaye d'adapter finalement le suivi au type de personnes auxquelles on a affaire. Ces dernières semaines, 2 Français ont été arrêtés en Turquie et en Suisse, les deux ayant eu l'intention de rejoindre l'État islamique. Cet après-midi se tiendra à Bruxelles une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste du musée juif. C'était il y a tout juste un an. Un attentat commis par Mehdi Nemmouche, lors duquel 4 personnes avaient été tuées. Alexandra Guillet. À l'entrée, une plaque commémorative rappelle les noms des 4 victimes. Un an après la tuerie, le musée juif de Bruxelles a repris son activité et le public est au rendez-vous. Mais désormais, 2 militaires gardent en permanence l'entrée et un portique de sécurité a été installé. Dans les esprits, le drame reste très présent. Par chance, moi je ne travaillais pas ce jour-là et c'est une place qui n'est pas évidente à tenir vu ce qui s'est passé. Avec le temps, on reprend ses habitudes et on y pense moins. C'est sûr que c'est plus aussi fluide qu'à l'époque. Moi j'étais venu voir Kappa, ici aussi, une autre expo photo. Et on n'avait pas le même sentiment, on va dire, qu'aujourd'hui. Il est 15h39 ce 24 mai 2014 quand un homme armé fait irruption dans le musée. En à peine 80 secondes, il tue 4 personnes, un couple d'Israéliens et 2 employés. Après une semaine de traque, un suspect est interpellé à Marseille sur ce parking. Il s'appelle Mehdi Nemmouche, il a 29 ans. Extradé vers la Belgique 2 mois plus tard, il nie depuis être l'auteur de la tuerie. La date de son procès n'est pas encore fixée. La communauté juive de Belgique reste très marquée par ces événements et les attentats de Paris et Copenhague qui ont suivi. Ils sont à présent 250 à émigrer chaque année vers Israël, contre une centaine avant l'an 2000.
Dans l'ouest de l'Irak, les forces irakiennes ont regagné du terrain ce matin face aux forces de l'État islamique. Des localités proches de Ramadi ont été reprises avec l'aide des milices paramilitaires chiites. Ramadi, je vous le rappelle, était tombé aux mains des fondamentalistes sunnites il y a une semaine dans le désert de Syrie. En revanche, après la conquête de Palmyre et de sa citadelle, l'État islamique poursuit son avancée. Le groupe contrôle désormais la moitié du pays. Les djihadistes ont pris un poste frontière irakien avec la Syrie après le retrait des forces gouvernementales. On passe à cette épouvantable découverte en Malaisie. Des fosses communes proches de camps de détention de migrants ont été mises au jour. Elles se situent à la frontière avec la Thaïlande. La presse affirme qu'elles pourraient renfermer les corps de centaines de migrants du Bangladesh et de Birmanie. Écoutez les précisions du ministre de l'Intérieur malaisien. Nous pensons que ces charniers sont liés à des activités de trafic d'êtres humains qui concerneraient des migrants. Nous avons également trouvé 14 camps abandonnés au niveau de la frontière qui auraient pu être utilisés par les trafiquants. 3 camps plus petits ont été découverts, qui s'ajoutent aux 14 camps de grande taille. La politique française et ce sondage plutôt partagé pour Nicolas Sarkozy. Sondage Odoxa pour Le Parisien ce dimanche concernant la primaire à l'UMP en vue de la présidentielle. Au premier tour, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé arrivent à égalité. En cas de deuxième tour, le maire de Bordeaux l'emporterait à 55% contre 45% au président de l'UMP. À noter tout de même que Nicolas Sarkozy conserve une belle avance chez les seuls sympathisants du parti. 58% voteraient en effet pour lui. Danny Cohn-Bendit est français. L'ancien eurodéputé écologiste a en effet obtenu la nationalité française, double nationalité en réalité, puisqu'il est désormais franco-allemand. En Allemagne, j'étais le plus français des Allemands. En France, le plus allemand des Français, a-t-il déclaré. Cette binationalité correspond donc bien à mon identité, à mon état d'esprit, ajoute-t-il. Pour mémoire, en mai 68, il avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de France de la part du ministre de l'Intérieur du général de Gaulle pour trouble à l'ordre public. Dans le Haut-Rhin, l'opération de retrait de déchets toxiques enfouis sur le site de Stocamine a été en partie arrêtée. L'entreprise considère que les conditions de stockage sont dégradées et insécurisées. Les explications d'Alexandra Guillet. La décision de stopper partiellement le déstockage des déchets toxiques remonte au 15 avril. En cause, le toit d'une galerie qui menace de s'effondrer et l'apparition de fissures. Un arrêt partiel qui reviendrait, selon les dirigeants du site de Stocamine, à laisser enfouis sous la terre près de 100 kg de mercure. Pourtant, selon les associations locales qui craignent à terme une contamination de la nappe phréatique, des solutions existent. Même si le mineur ne peut pas accéder au site, il y a des moyens technologiques aujourd'hui, des moyens techniques d'automatisme qui permettent, en danger pour les personnes, d'engager des déstockages dans des endroits difficiles d'accès. Au-dessus de cette mine se situe la plus grande nappe phréatique d'Europe et on sait avec certitude que tôt ou tard que l'eau va se mélanger à tous les déchets et forcément par un effet de pression remontera polluer la nappe phréatique. Ouvert en 99 à 550 mètres de profondeur, le site de Stocamine contient 44 000 tonnes de déchets dangereux comme du mercure, de l'arsenic, de l'amiante, du cyanure ou encore du plomb. Mais en 2002, il a dû stopper son activité suite à un incendie. Ce n'est que l'an dernier que l'État a imposé, avant la fermeture définitive du site, le retrait des déchets les plus toxiques, soit 8000 tonnes de mercure qui doivent être envoyées dans une ancienne mine de sel en Allemagne. 6 mois après le coup d'envoi des travaux, Stocamine n'en a extrait qu'à peine 7%. Les opérations de déstockage doivent durer au moins 5 ans. Allez, prenons la direction de Cannes à présent. Nous sommes à quelques heures du palmarès. 19 films étaient en compétition. Les membres du jury se sont retirés dans une villa pour délibérer et nous retrouvons bien sûr sur place notre envoyé spécial David Verhaeghe. David, bonjour. Sur la croisette, la fébrilité, il me semble, se fait sentir et chacun se livre au jeu des pronostics. Oui, effectivement, les discussions entre festivaliers et professionnels ce matin, c'est alors qu'est-ce que tu sais? Tu as entendu quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire? Personne ne sait rien évidemment de sûr. Vous l'avez dit, le jury s'est enfermé à triple tour dans une maison située dans un lieu top secret
quelque part sur les hauteurs de Cannes. Les portables même sont interdits là-bas. Ils ont encore quelques heures pour délibérer, même si honnêtement l'essentiel des discussions a été bien avancé déjà hier. Au jeu des pronostics, effectivement chacun y va de son avis. Nous avons rencontré différents festivaliers. Nous leur avons demandé leurs avis sur la Palme d'Or, le prix d'interprétation masculine et le prix d'interprétation féminine. Je vous propose de les écouter au micro de Laura Orozman. Chronic était le meilleur d'entre tous. Visuellement, c'est sûrement lui le plus beau. Et niveau scénario, j'ai trouvé l'histoire très profonde. Mon meilleur film pour moi, c'est celui de Nanni Moretti, Mia Madre, que j'ai beaucoup aimé. La palme devrait aller à Youth de Paolo Sorrentino, parce que c'est un film formidable, très très émouvant. Probablement Carol de Todd Haynes, parce que c'est un film très, très complet. Le plus original peut-être pour moi c'est The Lobster, qui est vraiment un film très, très original. Ce serait pour Le Fils de Saul. Parce que c'est le film le plus impressionnant, celui où il y avait le plus grand projet de cinéma qui accompagnait le sujet et son traitement, avec une prise de risque constante et un pari cinématographique tenu du début jusqu'à la fin. Alors vous l'avez entendu dans les réactions, le film Le Fils de Saul est souvent cité. C'est un premier film, un film hongrois qui raconte le quotidien sinistre du camp d'Auschwitz, en suivant notamment un personnage de déportés juifs enrôlés par les nazis pour les aider dans leur basse besogne. Ce film qui vraiment enferme le spectateur dans un univers, c'est le cas de le dire, concentrationnaire. Autre film qui est souvent cité parmi les favoris, Mia Madre de Nanni Moretti. Cette histoire d'une réalisatrice qui doit mener de front son tournage et la fin de vie de sa mère est souvent citée. Et également un film américain, Carol, de Todd Haynes, qui raconte une histoire d'amour interdite entre deux femmes dans le New York conservateur des années 50. L'une de ces deux femmes, c'est Cate Blanchett. Elle est en bonne place pour le prix d'interprétation féminine. En ce qui concerne les Français, aucun film ne se détache réellement, mais le nom de Vincent Lindon est souvent cité. Vincent Lindon comme prix d'interprétation masculine dans le film La Loi du marché. Il incarne un chômeur en fin de droit qui va de galère en humiliation pour retrouver un emploi. C'est un film dans lequel il s'est beaucoup investi. Il a été très ému en montant les marches lors de la présentation. Mais tout ça, évidemment, ce ne sont que des suppositions ou des projections ou des fantasmes. Pour avoir le résultat réel, il faudra attendre ce soir le palmarès aux alentours de 20h. Merci David, et bien sûr on vous retrouvera ce soir pour vivre tout ça. Ensemble, on passe du glamour au kitsch et l'Eurovision. Bien sûr, c'est la Suède qui remporte le concours. Les parieurs avaient donc vu juste, le choix de la modernité à payer. La France, eh bien, elle fait mieux que l'an passé puisque nous ne sommes pas derniers, mais bien 25e sur 27. Et on se quitte avec votre météo et le soleil qui se fait de plus en plus généreux au fil de la journée malgré quelques rares averses. Dans l'Est et en Aquitaine, les températures, elles remontent quand même petit à petit de 17 à 26 degrés cet après-midi. Et restez avec nous tout de suite, c'est le rendez-vous santé avec le docteur Brigitte Millot. À tout à l'heure.